Ce qui avait commencé comme une soirée ordinaire s'est rapidement transformé en un cauchemar national, qui allait briser la confiance du public et redéfinir la manière dont l'Amérique percevait l'une de ses personnalités télévisées les plus familières. Pendant des années, les familles s'installaient dans leur canapé après le dîner, parcourant les chaînes jusqu'à ce qu'elles atterrissent sur Étoile de Pion. C'était un rituel réconfortant. Rick Harrison, avec son sourire ironique, sa connaissance encyclopédique des trésors historiques et son charme paternel, était devenu un nom connu ou une icône de la culture pop américaine. Mais cette image chaleureuse et digne de confiance se dissoudrait en quelques heures seulement, remplacée par une réalité sombre et horrible que personne n'aurait pu prédire. Lorsque la nouvelle d'un incident bizarre lié à la maison de Rick à Las Vegas a éclaté, elle a déclenché une frénésie de spéculation. L'histoire a explosé dans les médias, faisant la une des journaux et glaçant le cœur des téléspectateurs. Ce qui est apparu n'était pas seulement inattendu, c'était tout à fait grotesque. Si cette histoire vous bouleverse profondément et que vous souhaitez découvrir davantage de vérités troublantes qui se cachent derrière elle, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire avec vos réflexions. N'oubliez pas de vous abonner, la suite vous laissera sans voix. Tout a commencé avec une mystérieuse publication sur les réseaux sociaux, une image rapidement téléchargée et tout aussi rapidement supprimée. Il montrait de vieilles caisses en bois patiné, marquées de symboles énigmatiques et tachées de quelque chose de non identifiable. Les caisses semblaient innocentes à première vue, mais leur aura étrange était impossible à ignorer. Bien que le message ait disparu en quelques minutes, Internet l'avait déjà immortalisé. Les captures d'écran sont devenues virales, accompagnées d'une vidéo tremblante et angoissante d'un homme affirmant être tombé sur les caisses à l'intérieur d'une unité de stockage de Las Vegas. Sa voix tremblait alors qu'il décrivait une puanteur putride et une scène surréaliste, d'étranges bijoux vintage, des perruques et quelque chose de bien plus inquiétant. Moins d'une heure plus tard, le FBI a publié un communiqué de presse rare et urgent confirmant une enquête impliquant une unité de stockage contenant des matières biologiques préoccupantes. Bien qu'aucun nom n'ait été officiellement déclaré, les spectateurs aux yeux d'aigle ont reconnu un logo gravé au pochoir sur les caisses, l'emblème indubitable du Gold et Silver Pawn Shop. C'était tout ce qu'il fallait. Internet a relié les points et, à minuit, Rick Harrison était passé du statut d'icône bien-aimée de la télévision au centre d'une enquête fédérale en cours. Des expressions telles que « préservation du corps » et « collection effrayante » ont commencé à faire surface dans des segments d'actualité et des forums en ligne, ressemblant davantage à l'intrigue d'un film d'horreur qu'à la vie réelle. Mais ce n'était pas une fiction. Les preuves ADN, les déclarations médico-légales et les témoignages de première main ont confirmé que le cauchemar n'était que trop réel. Le plus grand problème n'était pas seulement la nature grotesque des découvertes, c'était aussi la trahison. Rick Harrison a passé plus d'une décennie à cultiver l'image d'un homme humble et compétent, passionné par les antiquités, l'histoire et les valeurs familiales. Son prêteur sur gage était plus qu'une entreprise, c'était un repère culturel. Des touristes de tout le pays faisaient la queue sous le soleil brûlant du Nevada pour avoir un aperçu du magasin ou pour une photo avec son célèbre propriétaire. Cette image s'est effondrée par une fraîche matinée du désert lorsque des agents du FBI ont envahi la résidence de Rick. Des hélicoptères ont tonné au-dessus de nous, des camions de médias ont encombré les rues et des voisins stupéfaits ont regardé en silence les forces de l'ordre transporter des conteneurs de déchets biologiques et des sacs mortuaires. Vu d'en haut, cela ressemblait à une saisie de stupéfiants. Mais ce qu'il y avait à l'intérieur des conteneurs racontait une histoire bien plus horrible. Les journalistes se sont précipités pour obtenir des bribes d'informations. La plupart des voisins ont refusé de parler, verrouillant leurs portes pour éviter le chaos grandissant. Mais une femme âgée a murmuré à voix basse, Rick était toujours privé. Nous pensions qu'il était juste occupé avec le spectacle. Cette explication ne tenait plus la route. Dans les coulisses, les enquêteurs ont découvert non seulement des corps, mais aussi un système de tromperie soigneusement orchestré. Caché derrière une étagère coulissante, les agents ont découvert une pièce secrète comme ils n'en avaient jamais rencontré. Des réfrigérateurs étiquetés avec des noms et des dates remplissaient l'espace, aux côtés de produits cosmétiques, de kits de maquillage et de corps préservés posés comme des expositions de musée. Un mur était recouvert d'albums photos, chaque page documentant méticuleusement les défunts, leurs dernières apparitions, leurs détails biographiques et les objets personnels que Rick aurait gardés comme trophées grotesques. Même les agents vétérans ont été ébranlés. Et puis sont arrivées les images. Une vidéo courte et granuleuse a émergé du dark web, apparaissant d'abord sur Telegram, puis sur Twitter et d'autres plateformes. Le clip, d'une durée de moins d'une minute, montrait Rick debout devant une vitrine en verre. À l'intérieur se trouvait le corps d'une femme, fortement maquillée,
portant une perruque rouge vif et une robe dorée scintillante. Elle avait l'air d'être sur le point de monter sur un tapis rouge. Rick tendit la main et ajusta doucement ses cheveux, murmurant quelque chose d'inintelligible, un doux sourire sur son visage. Le monde a reculé dans l'horreur collective. La vidéo semblait fausse à tous les niveaux, privée, invasive, sinistre. Les experts ont examiné les images et confirmé leur authenticité. La reconnaissance faciale correspondait à Rick et la disposition de la pièce reflétait les plans de sa propriété. Pire encore, le corps a été positivement identifié comme celui de Stephanie Grant, un mannequin disparu après un événement hollywoodien 3 ans auparavant. Son apparition dans la vidéo, coiffure, robe, maquillage, correspondait au dernier record connu. L'indignation du public a éclaté. Malgré son arrestation, Rick n'a rien dit. Pas d'excuses, pas de déclaration, juste un silence froid. Son équipe juridique a affirmé qu'il avait été victime d'une campagne de diffamation calculée, une configuration destinée à détruire un symbole culturel. Mais les preuves de plus en plus nombreuses ont détruit ce récit. Ses empreintes digitales, son écriture manuscrite et ses innombrables liens avec les victimes étaient irréfutables. 2 des victimes ont ensuite été identifiées comme étant des célébrités qui avaient mystérieusement disparu au fil des années. Autrefois supposées s'être retirées tranquillement, leur reste faisait désormais partie de cette exposition écœurante. Les cadavres avaient été soigneusement restaurés, stylisés et disposés comme s'ils étaient exposés dans une galerie privée de la mort. Le poids psychologique du crime a dévasté la conscience publique. Les médias ont eu du mal à couvrir cette horreur. Certains ont refusé de montrer les images. D'autres ont flouté les visages ou présenté des avertissements déclencheurs. Mais personne ne pouvait le nier, il ne s'agissait pas simplement d'un homicide. C'était une descente dans la folie, une obsession de préserver la beauté et la renommée au-delà de la tombe. Un sanctuaire dédié à la mort, entretenu par un homme autrefois digne de confiance et admiré par des millions de personnes. Et la question la plus terrifiante persistait, comment ces ténèbres ont-elles pu passer inaperçues pendant si longtemps? Quand la fascination pour l'histoire et les antiquités s'est-elle transformée en un désir macabre de possession? Le spectacle Étoile de Pion a été immédiatement retiré de toutes les plateformes. Le prêteur sur gage autrefois prospère est devenu une ville fantôme. Les sponsors se sont retirés. Les anciennes co-stars étaient abasourdies. Un collègue a admis, je ne sais pas qui est cet homme. Nous avons travaillé ensemble pendant des années et je n'ai jamais vu cela venir. Les fans ont revisité d'anciens épisodes, à la recherche de signes qu'ils avaient manqués, un sourire étrange, un commentaire désinvolte, un regard persistant. Ce qui semblait autrefois être une plaisanterie inoffensive semblait désormais sinistre. Les théories du complot ont envahi Internet. Des détectives amateurs ont émergé, chassant les ombres des images anciennes, essayant de comprendre pourquoi personne n'avait vu les signes. La réponse réside peut-être chez Darren Lockhart, 42 ans, un YouTuber à temps partiel qui, sans le savoir, a ouvert la boîte de Pandore. Un matin de routine, Darren est arrivé à une vente aux enchères de stockage dans l'espoir de filmer du contenu pour sa chaîne. Il a enchéri $130 pour un appareil poussiéreux, s'attendant à un peu plus que des meubles cassés et une technologie obsolète. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, l'odeur le frappa comme une vague de pourriture. Au fond, 3 caisses en bois attendaient silencieusement, estampillées, RH Real Estate. Curieux, il ouvrit le plus petit et recula d'horreur. À l'intérieur ne se trouvait pas un mannequin, mais un corps humain, préservé et posé dans une robe vintage, des gants et un maquillage savamment appliqué. Son corps s'est figé. Sa caméra, attachée à sa poitrine, a continué à enregistrer. Tremblant, il a appelé la police. Lorsque les autorités sont arrivées, elles ont découvert d'autres corps dans les autres caisses, chacun habillé, nommé et exposé comme des poupées tordues dans une collection grotesque. L'une d'elles était intitulée « MJ Golden Era, Beauty Queen, 1982 ». Il ne s'agissait pas de victimes hâtivement dissimulées. Ils ont été intentionnellement préservés ou des artefacts de la mort. L'ADN a identifié MJ comme étant Mélanie Granger, une animatrice de télévision populaire disparue en 2009. Une autre était Patricia Kellerman, une ancienne gagnante d'un concours qui a disparu après un gala de charité. Chaque corps était enveloppé d'histoire, leur mort transformée en une exposition effrayante. Sous les caisses, les agents ont découvert un dossier en lambeaux. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des biographies de victimes, des dates et des notes personnelles rédigées avec des détails obsessionnels. Certaines pages dataient de 1999. Le nom, Rick, était griffonné dans les marges.
Ce n'était pas seulement une collection, c'était un journal de mort. Les conséquences ont été rapides, mais les cicatrices demeurent. Une nation autrefois amoureuse de Rick Harrison regarde maintenant, le cœur brisé et horrifié, son héritage s'effondrer sous le poids d'une vérité indescriptible. Et la question la plus obsédante reste sans réponse, combien de secrets sont encore cachés dans l'ombre? Les réseaux sociaux se sont enflammés comme une traînée de poudre. Internet était en feu de spéculation alors que les utilisateurs disséquaient une photo obsédante et parcouraient son arrière-plan à la recherche d'indices cachés. Les théories ont tourbillonné et une vieille interview de Rick Harrison a refait surface, dans laquelle il avait plaisanté avec désinvolture sur le fait de collectionner Marilyn Monroe. Ce qui semblait autrefois être une boutade inoffensive avait désormais un poids étrange, presque comme une confession voilée. Les podcasts sur de vrais crimes se sont jetés sur l'histoire et les fils de discussion Reddit ont explosé de spéculations, recoupant d'anciennes images, des chronologies et toutes les apparitions publiques connues de Rick. Il n'a pas fallu longtemps pour que la communauté des détectives d'Internet tisse un récit plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Les rumeurs d'un réseau clandestin de collectionneurs commencèrent à se répandre, transformant la spéculation en quelque chose de bien plus insidieux. La frontière entre fiction et réalité s'est estompée dans un brouillard glacial d'incertitude. Darren Lockhart, l'homme qui avait ouvert le premier la mystérieuse caisse, n'aurait jamais pu prévoir la tempête qu'il était sur le point de déclencher. Ce qui avait commencé comme une curiosité innocente s'est transformé en un cauchemar éveillé. Le contenu de la caisse l'a visiblement secoué et peu de temps après, il a disparu. Sa chaîne YouTube a été désactivée sans avertissement et sa dernière publication sur les réseaux sociaux était courte mais obsédante, je ne voulais pas de ça. J'aurais aimé ne jamais l'avoir ouvert. Ses voisins ont confirmé ce que beaucoup craignaient, Darren avait fait ses valises et était parti, portant une peur qui semblait peser plus lourd que les mots ne pouvaient le décrire. Le FBI a rapidement retracé les origines de l'unité de stockage. Il avait été loué par une société écran liée à Rick Harrison, et tous les paiements avaient mystérieusement cessé 4 mois auparavant, un signe inquiétant que Rick avait peut-être anticipé sa découverte. Ce que Darren croyait être un trésor caché s'est avéré être une malédiction, qui a dégénéré en une histoire d'horreur à l'échelle nationale. Rick Harrison, autrefois symbole du courage entrepreneurial et du rêve américain, se trouve désormais au centre d'une tempête grandissante. Pendant des décennies, Rick a été le visage de Étoile de Pion, une émission qui a transformé un prêteur sur gage poussiéreux de Las Vegas en un phénomène télévisuel. Grâce à son esprit vif, sa connaissance encyclopédique des antiquités et son style de négociation pragmatique, Rick a captivé des millions de personnes. Le public le voyait comme un homme d'affaires affable, amoureux de l'histoire et avec une touche d'excentricité. Il est l'auteur d'un mémoire à succès, autorisé à mettre en gage, et est devenu un invité régulier des émissions matinales. Les touristes faisaient la queue quotidiennement devant le Gold and Silver Pawn Shop, dans l'espoir d'apercevoir l'homme qui faisait des objets d'occasion des trésors nationaux. Mais il s'est avéré que derrière les projecteurs se cachait une réalité bien plus sombre. Les plus proches de Rick lui ont parlé de deux côtés. L'un d'eux était généreux, il faisait des dons à des œuvres caritatives et offrait des conseils aux collectionneurs en difficulté. L'autre était bien plus troublant, obsessionnel, froid et obsédé par certaines reliques macabres. Les anciens employés se souvenaient de sa fascination particulière pour les artefacts sinistres, comme un kit de fabrication de bombes de l'époque victorienne ou une poupée de deuil préservée. Il ne voulait pas seulement posséder ces objets, a déclaré l'un d'eux. Il voulait les comprendre, les sentir, presque être une partie de leur histoire. À l'époque, cela était dû à la personnalité colorée de Rick, à son amour pour le passé. Mais aujourd'hui, ces bizarreries sont réévaluées sous un angle bien plus sinistre. Au fur et à mesure que l'enquête s'approfondissait, le FBI a découvert une collection privée qui n'avait jamais été révélée au public. Caché dans une pièce verrouillée derrière le prêteur sur gage, Rick avait entreposé des objets qui brouillaient la frontière entre antiquité et anatomique, des masques funéraires, des nécrologies jaunies gribouillées de notes inquiétantes et d'étranges antiquités contrefaites. Il les qualifie de « morceaux d'histoire ». Mais ils apparaissent désormais comme les trophées de quelque chose de bien plus sombre. Dans une interview de 2014, les paroles de Rick ont fait froid dans le dos, tout, même les morts, a une histoire. À l'époque, c'était une métaphore. Maintenant, cela ressemble à un avertissement dont personne n'a tenu compte. Les enquêteurs ont découvert plusieurs unités de stockage liées à des SARL obscures, toutes sous le contrôle de Rick. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de l'un d'eux a défié toute croyance, des restes humains, méticuleusement préservés, enveloppés dans de la soie et catalogués à l'aide de codes-barres identiques à ceux utilisés dans la boutique de Rick. Chaque unité était organisée comme une exposition de musée tordu.
Loin des meurtres aléatoires, l'arrangement suggérait une planification, une intention et une obsession. Certains agents pensent que cette obsession trouve ses racines dans la jeunesse de Rick. Un ancien camarade de classe s'est souvenu d'un adolescent Rick qui s'intéressait énormément à la momification égyptienne, à tel point qu'il a demandé un jour à un enseignant comment il pourrait le faire. Acquérir une maman. Ce qui était autrefois considéré comme une curiosité morbide semblait désormais être une graine plantée il y a longtemps, poussant dans l'ombre de sa renommée. La nuit précédant le raid, le FBI s'est réuni en secret à Las Vegas pour examiner les dernières preuves accablantes. L'ADN des restes correspondait à celui de nombreuses personnes disparues. Les images de surveillance ont placé Rick dans les unités. Des empreintes digitales sur un classeur caché ont scellé son sort. À 3h42, un juge fédéral a signé le mandat. À l'aube, des SUV noirs roulaient silencieusement dans le quartier fermé de Rick Harrison. Des agents armés ont forcé la porte d'entrée d'un manoir qui, de l'extérieur, ressemblait à un symbole de richesse et de réussite. Mais à l'intérieur, ils ont trouvé quelque chose de bien différent. Rick fut pris au dépourvu, échevelé et confus, marmonnant « Que se passe-t-il » Mais les agents étaient préparés. En quelques minutes, ils ont trouvé une fausse étagère dans la bibliothèque personnelle qui, une fois tirée, s'est ouverte pour révéler un couloir caché. À son extrémité se trouvait une porte en acier scellée par un code complexe. L'odeur les frappa en premier au chimique, métallique, contre nature. Lorsque la porte s'est ouverte, ce qu'ils ont vu a laissé sans voix même les agents chevronnés. C'était une morgue déguisée en sanctuaire. Des compartiments réfrigérés bordaient les murs. À l'intérieur de chacun se trouvaient des corps humains, soigneusement posés, vêtus de vêtements vintage, maquillés méticuleusement et bijoux brillants. Certains portaient même des lunettes de soleil, comme figés en plein glamour. Ce n'était pas un endroit pour se débarrasser des morts, c'était une tentative grotesque de les immortaliser. Au centre, des vitrines présentaient des parties de corps isolés, une main ornée de bijoux, des torses tatoués, des jouets d'enfants placés à côté de membres en décomposition. Des dizaines de polaroïds bordaient les étagères, documentant le processus depuis la décomposition jusqu'à la conservation. Chacun portait une note de la main de Rick ou des réflexions macabres comme « Enfin, elle est parfaite ». Dans une autre section de la chambre cachée, les agents ont trouvé un serveur contenant des centaines d'heures de vidéos. Ce n'étaient pas des enregistrements de sécurité. C'étaient des rituels, Rick parlait au corps, ajustait leurs perruques, chuchotait comme s'ils étaient encore en vie. Certaines vidéos le montraient en train d'appliquer du rouge à lèvres ou des fossiles, d'autres le montraient simplement en train de les regarder pendant des heures. Nom de fichier inclus fille pour toujours et celui qui s'est échappé. Derrière un rideau de velours se trouvait l'atelier de Rick, une chambre chirurgicale remplie de scalpels, de prothèses, de seringues et de mannequins. Des perruques de toutes les nuances. Des étagères remplies de livres d'anatomie, de produits chimiques de préservation et de coupures de journaux sur les personnes disparues. Des dessins étaient alignés sur les murs, certains romantiques, d'autres inquiétants. L'une d'elles représentait une femme souriante avec une rose. La légende, parfait. Tout comme elle. Les dossiers financiers racontent le reste de l'histoire. Virements électroniques internationaux importants, retrait d'espèces suspects et paiements vagues à des consultants anonymes. Les autorités pensent que Rick a utilisé ces transactions pour acheter des restes humains au marché noir. Une enquête mondiale a été lancée. L'ampleur de l'opération dépassait ce que l'on pouvait imaginer. Tandis que les agents chargeaient des caisses noires dans des camionnettes, des hélicoptères des médias survolaient la situation. La chute de Rick Harrison a été télévisée à la vue de tous, un homme autrefois adoré, désormais tristement célèbre. 17 corps complets. Des dizaines de pièces. Des milliers de fichiers numériques. Et ce n'était que le début. À Quantico, le minutieux travail d'identification a commencé. Parmi les victimes se trouvaient 2 femmes que l'on croyait depuis longtemps disparues. Puis vint la révélation la plus choquante, l'ADN de l'un des corps conservés correspondait à celui d'une enfant actrice disparue en 1997. Son cas hantait le public depuis des décennies. Maintenant, nous le savons, Rick l'avait gardé, parfaitement conservé, étiqueté junior. Et donc la question résonne, si un homme comme Rick pouvait vivre une double vie pendant si longtemps, charmer la nation tout en cachant ses ténèbres, alors combien d'autres sont encore là-bas, portant des masques parfaits? Ses parents, s'exprimant par l'intermédiaire de leur avocat, ont décrit cela comme une seconde expérience de la mort, mais cette fois, l'agonie était plus vive, plus impitoyable. La révélation a frappé comme la foudre.
L'incrédulité d'une nation s'est transformée en rage lorsque la nouvelle s'est répandue selon laquelle Rick Harrison, un visage familier et une icône de la télévision de confiance, cachait un secret cauchemardesque à la vue de tous. Même les paillettes d'Hollywood ne pouvaient masquer l'horreur. 9 victimes ont été identifiées jusqu'à présent, chacune étant un fil conducteur de l'éblouissante tapisserie de la culture pop, des chanteurs qui remplissaient autrefois les stades, des danseurs dont la grâce illuminait la scène, des acteurs et même des stars de télé-réalité. Tout est parti. On pense que tous ont disparu dans des circonstances mystérieuses. L'une des découvertes les plus effrayantes a été celle d'une pop star du début des années 2000, dont le suicide avait autrefois fait la une des journaux. Son corps a été retrouvé orné de son costume de scène emblématique, tenant un microphone en verre comme si elle était l'instant d'un rappel final. À proximité, le corps d'une ballerine a été découvert délicatement placé dans une réplique géante d'une boîte à musique, sa posture parfaite, figée en plein spectacle. Alors que les enquêteurs retraçaient leurs derniers mouvements connus, un lien troublant est apparu, chacun d'eux avait, à un moment donné, rencontré Rick, que ce soit dans son prêteur sur gage, à des événements de célébrités ou à des conventions de collectionneurs. Ce qui semblait autrefois être des contacts inoffensifs avec un fan excentrique apparaissait désormais comme des étapes soigneusement orchestrées selon un schéma sinistre. Le FBI a lancé un réexamen approfondi du passé de Rick, remontant jusqu'en 1999 et se poursuivant jusqu'en 2023. Les enchères, les séminaires, les rencontres publiques, tous sont désormais des scènes de crimes potentiels. Les vidéos de surveillance de ces événements révèlent des images obsédantes, les victimes rient, posent pour des selfies avec Rick, discutent avec désinvolture devant des souvenirs signés. Dans un clip troublant de 2011, on voit Rick parler avec animation avec une jeune actrice prometteuse à Los Angeles, quelques semaines seulement avant sa disparition. Son corps a également été découvert plus tard chez lui, ses membres disposés comme une ballerine, la boîte à musique sous elle jouant un air classique mélancolique. Des moments autrefois considérés comme attachants l'enthousiasme d'un collectionneur, un intérêt excentrique pour l'histoire se sont transformés en indices sinistres pointant vers un esprit méthodique et profondément perturbé. Un fichier, extrait du serveur privé de Rick, était intitulé « Hollywood Collection ». Mais ce n'était pas seulement une étiquette pour des souvenirs. C'était une archive grotesque. À l'intérieur du dossier se trouvait une feuille de calcul numérique répertoriant chaque victime avec une précision grotesque. Les entrées comprenaient des noms, des descriptions comme « sourire doré » ou « peau impeccable » et des notes horribles telles que « œil droit remplacé » ou « cheveux reconditionnés ». Chaque dossier comprenait une date d'acquisition, une terminologie adaptée aux antiquités et non aux êtres humains. Pour Rick, ce n'étaient pas des personnes. C'étaient des spécimens. Objets. Objets à posséder et à conserver. Les psychologues et les responsables de l'application des lois ont été stupéfaits par le langage utilisé par Rick dans ses notes et ses enregistrements. Des termes tels que « état impeccable »,« nécessite une retouche » ou « prêt à être affiché » étaient dispersés dans les documents. Cela ressemblait au journal de bord d'un archiviste de musée, seulement, au lieu de peinture ou de porcelaine, il préservait les gens. Une pièce particulièrement troublante était un catalogue imprimé très brillant intitulé Série Préservation, tome 1, Varn. Il contenait des portraits sépia de 8 victimes, associés à des biographies de style galerie. Né pour captiver, maintenant préservé pour toujours, peut-on lire en légende. Le livre n'a jamais été rendu public. Cela semblait être quelque chose que Rick avait créé pour lui-même, un trophée personnel documentant son héritage tordu. Les équipes d'investigation numérique ont découvert des communications cryptées entre le serveur de Rick et plusieurs adresses IP internationales. À l'intérieur se trouvaient des fichiers vidéo, des photographies et des références terrifiantes à des acheteurs potentiels. Un email, envoyé à un client à Macao, demandait un jeune homme vierge avec un passé notable livraison discrète préférée. La terminologie reflétait les notes privées de Rick, suggérant fortement qu'il n'était pas simplement un collectionneur, mais qu'il faisait partie d'un marché noir mondial de trafic de restes humains préservés. Interpol s'est désormais joint à l'enquête et les autorités s'empressent de décoder les communications restantes afin de découvrir toute l'ampleur de cette opération monstrueuse. Le docteur Lina Maravik, une éminente analyste criminelle, a décrit Rick non pas comme un tueur en série typique, mais comme quelque chose de beaucoup plus sombre. Il s'agit d'une convergence d'objectilia, d'obsession nécrophile et de narcissisme délirant, a-t-elle déclaré. Il ne voulait pas seulement tuer, il voulait figer le temps. Prendre ce que le monde admirait et en faire le sien pour toujours. Extrait de son émission Étoile de Pion,
autrefois considérés comme des moments décalés ou des blagues sur les masques mortuaires victoriens ou des commentaires respectueux sur l'art funéraire antique semblent désormais être des confessions voilées cachées à la vue de tous. Les anciens épisodes sont revisités par des téléspectateurs horrifiés, scrutés à la recherche de signes qu'ils avaient manqués auparavant. Le FBI soupçonne que de nombreuses victimes sont toujours portées disparues. Les registres manuscrits de la maison de Rick répertorient les noms et les descriptions qui ne correspondent à aucune personne disparue connue. Les unités de stockage du Nevada et de l'Arizona sont passées au peigne fin, tandis qu'Interpol poursuit des pistes qui s'étendent sur plusieurs continents. Un ancien éditeur de Étoiles de Pion a avoué que les segments présentant les intérêts morbides de Rick, en particulier ceux impliquant des artefacts funéraires de célébrités ou des techniques de préservation, ont été régulièrement coupés des épisodes parce qu'ils étaient trop bizarres. Aujourd'hui, ces mêmes clips sont réassemblés comme les pièces d'un puzzle beaucoup plus grand et bien plus terrifiant. L'Amérique se demande, combien de secrets Rick cachait-il derrière ce sourire affable? Pour les familles, le chagrin dépasse les mots. Ce qui était autrefois l'espoir, aussi fragile soit-il que leur proche ait simplement disparu ou ait recommencé quelque part, s'est maintenant transformé en horreur. Ils n'étaient pas perdus. Ils étaient piégés. Conservés. Un père en deuil, retenant ses larmes à la télévision nationale, a déclaré « Nous pensions qu'elle nous avait quittés, mais pas comme ça. Pas dans une boîte en verre. Pas comme présentoir. » La question qui hante chaque enquêteur est la même, pourquoi eux? Rick a-t-il choisi des célébrités en raison de leur renommée, pensant qu'elles vivraient éternellement dans la mémoire du public? Ou les a-t-il ciblées précisément parce que leur vie très médiatisée lui permettait de masquer leur disparition? La collection Hollywood n'était pas un assortiment aléatoire de victimes, il s'agissait d'une exposition méticuleusement organisée, dans laquelle chaque vie était cataloguée, préservée et admirée dans la mort comme elle l'avait été dans la vie. Au domicile de Rick, les agents du FBI ont trouvé un serveur sécurisé contenant des milliers d'heures d'images et de vidéos de surveillance. Il ne s'agissait pas de simples enregistrements de sécurité. Ils étaient de nature cinématographique et documentaient l'ensemble du processus, de la mort à la présentation finale. Chaque dossier était organisé par année au 2011, 2014, 2017 et contenait des images effrayantes de ces projets. La pièce où les images ont été filmées ressemblait à un studio minimaliste, murs blanchis à la chaux, parquet, éclairage intégré et caméra montée coulissant sur des rails mécaniques. Une seule chaise en bois se dressait au centre, servant de scène aux étoiles de Rick. Chaque détail a été soigneusement capturé. Un microphone enregistrait sa voix, murmurant souvent des instructions ou fredonnant doucement pendant qu'il travaillait. Dans une vidéo de 2013, Rick entre avec une trousse de maquillage. Le corps assis devant lui est celui d'une femme. Pâle. Rigide. Il ajuste sa position avec une douceur troublante, puis commence à appliquer de l'eyeliner, comme pour la préparer à un dernier gros plan. Il ne parle pas pendant la première demi-heure. Puis, regardant directement la caméra, il murmure « Ça y est ». Une autre vidéo de 2016 montre Rick entrant avec une robe de mariée drapée sur son bras. Le cadavre, soutenu par un cadre debout, est délicatement habillé tandis que Rick fredonne une ballade d'amour des années 1950. « Tu as toujours aimé celui-ci, dit-il. Je l'ai gardé en sécurité pour toi. » Dans plusieurs clips, il s'adresse non pas à la caméra, mais au corps, son ton alternant entre tendresse affectueuse et contrôle strict. « Vous ne bougez pas, dit-il dans une vidéo, à moins que je vous le dise. » Ce n'étaient pas des enregistrements. C'étaient des rituels. Dans une vidéo de près de 3 heures, Rick est assis en face d'une caméra, sirotant du vin, parlant comme s'il discutait avec un vieil ami. « Tu es toujours là, dit-il doucement. Tu seras toujours là. » Il continue en décrivant ses expériences avec des liquides d'embaumement, ses longs trajets pour acquérir des produits chimiques de conservation et sa quête obsessionnelle pour prévenir la pourriture. « Je ne peux pas te laisser pourrir, dit-il. Tu comptes trop pour moi. » Une musique de fond est diffusée à partir de disques vinyles, swing, jazz, mélodies mélancoliques au piano. Les enquêteurs pensent que ces chansons n'ont pas été choisies au hasard. Ils étaient porteurs de sens, souvenirs personnels, déclencheurs émotionnels. Dans une vidéo, une photographie épinglée au mur montre la victime vivante, souriante sur une plage, un petit chien à ses côtés. Ce même chien a été retrouvé enterré dans le jardin de Rick lors d'une récente perquisition. Un autre fichier montre Rick nettoyant minutieusement un cadavre, lui coupant les ongles, se brossant les dents et hydratant sa peau. Il manque une main au corps. Rick dit calmement, « Je vais le trouver. Je l'ai gardé en sécurité. »
Tu perdais toujours des choses. Le niveau d'intimité est déconcertant, moins un tueur préservant des trophées, et plus un homme entretenant des relations avec les morts. Un criminologue l'a décrit comme un « embaumement rituel » effectué avec le respect d'un prêtre. Rick ne cachait pas seulement des crimes. Il était en train de créer un héritage enregistré, catégorisé et organisé avec un soin obsessionnel. Bien que le FBI ait refusé de publier des vidéos en raison de leur nature graphique et contraire à l'éthique, certaines parties ont déjà commencé à fuir sur le dark web. Le premier est apparu sous la forme d'un clip granuleux de 40 secondes, Rick peignant les cheveux d'un corps sans vie tout en marmonnant de manière incohérente. Il manquait des étiquettes, des dates ou des explications. Pourtant, en quelques heures, des détectives amateurs l'ont comparé à des victimes connues et ont confirmé des images de l'enquête. La vérité, morceau par morceau, est découverte. Et à chaque révélation, l'horreur grandit. Quelques heures seulement après sa mise en ligne, la vidéo a explosé sur Internet, se propageant comme une traînée de poudre sur des plateformes telles que Reddit, Twitter, et finissant par dominer les segments des journaux télévisés du soir. La réponse du public a été rapide et écrasante. L'incrédulité s'est heurtée à l'horreur, certains spectateurs ont remis en question l'authenticité de la vidéo, incapables d'en comprendre le contenu, tandis que d'autres ont insisté sur le fait qu'aucun effet spécial, aussi avancé soit-il, ne pouvait produire un réalisme aussi troublant. Cette seule vidéo a brisé le silence, ouvrant les vannes à un torrent de révélations. Dans les jours qui ont suivi, 5 autres vidéos ont fait surface, chacune brute, instable et apparemment enregistrée par quelqu'un de l'intérieur, peut-être un lanceur d'alerte intégré aux forces de l'ordre. Bien qu'aucune des fuites n'inclue de représentations explicites de nudité ou de démembrement, elles ont dévoilé de nouveaux détails effrayants, les expressions faciales de Rick, sa proximité avec les corps et la cadence obsédante de sa voix. Ce qui a véritablement stupéfié la nation, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait, mais aussi la façon dont il s'est comporté. Dans ses vidéos, Rick semblait calme, voire étrangement serein. Son détachement de l'horreur qui l'entourait était plus troublant que n'importe quel cri. Il sourit. Il s'adressait aux cadavres comme à des jouets, avec une tendresse qui lui paraissait d'autant plus grotesque. Les talk-shows nationaux ont déclenché un débat sur la légalité et l'éthique de la diffusion de telles images. Des psychologues ont été convoqués à des panels de nuit pour tenter d'expliquer comment quelqu'un pouvait commettre de tels actes sans aucun signe visible de remords. Anciens invités célèbres de Étoile de Pion ont rapidement pris leur distance. Les fans indignés ont brûlé leurs marchandises, partageant des vidéos de destruction en ligne comme symbole de trahison. Les principaux sponsors ont rompu leurs liens du jour au lendemain et History Channel a rapidement agi pour effacer l'empreinte numérique de la série, en supprimant chaque épisode des services de streaming. Mais au-delà des retombées de l'entreprise, une blessure plus profonde et plus personnelle a été infligée. Pour beaucoup, Rick était un visage familier, quelqu'un qui entrait chez eux chaque semaine à travers leurs écrans. Il n'était pas seulement une personnalité de la télévision, c'était une figure de confiance. Mais cette image était désormais brisée. L'homme autrefois admiré pour sa connaissance des antiquités était désormais gravé dans la mémoire du public comme quelqu'un qui habillait les cadavres, les stylisait et leur parlait comme s'ils étaient des poupées sans vie. Dans la foulée, un ancien assistant réalisateur qui avait travaillé sur Étoile de Pion au cours de sa 4e saison, il s'est manifesté de manière anonyme. Leur récit révélait un incident étrange du passé, Rick avait un jour demandé qu'une scène soit filmée non pas dans le magasin, mais dans une morgue. Il était obsédé, se souvient le réalisateur. Pas avec les artefacts, mais avec le processus. Il n'arrêtait pas de poser des questions sur la sensation de toucher la peau humaine. Cela mettait les gens mal à l'aise, mais personne ne l'a défié. Maintenant, tout le monde se demande ce qu'il a manqué d'autre. Depuis, l'enquête du FBI s'est considérablement élargie. Des équipes de psychologues légistes, d'analystes comportementaux et d'experts en données de plusieurs agences sont impliqués. Ils examinent des téraoctets d'images, non seulement pour identifier d'éventuels crimes, mais aussi pour localiser les victimes qui auraient pu passer entre les mailles du filet ou des victimes qui n'ont jamais été portées disparues ou dont les restes ont été trop altérés pour être reconnus. Un dossier, au titre inquiétant concernant l'inachevé, contenait des extraits d'individus non identifiés et des rituels de préparation méticuleusement documentés. Aucune de ces informations ne correspond au rapport de personnes disparues connues, ce qui n'a fait qu'aggraver les craintes des enquêteurs. Ils pensent désormais que certaines des victimes de Rick pourraient ne jamais être identifiées ou des âmes perdues jamais réclamées, réduites à des éléments d'une exposition macabre organisée par un homme qui croyait qu'il ne serait jamais traduit en justice. Rick n'a vu personne. Il a vu des biens, des corps transformés en vitrines, figés dans le temps,
disposée avec le soin d'un collectionneur obsédé par les objets rares. À mesure que de nouveaux détails sur son horrible collection devenaient révélés, l'ampleur de ses crimes s'étendit bien au-delà de sa succession. Ce qui semblait au départ être un scandale isolé s'est rapidement transformé en quelque chose de plus sinistre, quelque chose de systémique. Les conclusions du FBI ont ébranlé le pays et ont eu un effet d'entraînement dans les unités chargées des affaires non résolues en Californie, au Nevada et en Arizona. Des affaires longtemps considérées comme insolubles ou classées en raison de preuves insuffisantes ou de lassitude des médias ont été soudainement rouvertes sous un nouvel angle déchirant. Au cœur de cette résurgence se trouvait un seul indice, un nom griffonné dans un album photo trouvé chez Rick. L'album, organisé de manière inquiétante, documentait les vêtements, les cosmétiques et les techniques de conservation utilisées sur les victimes. Parmi les notes, un nom ressortait, Rachel Doyen. Actrice bien connue, Rachel avait mystérieusement disparu en 2002 à la suite d'une soirée de clôture d'un film d'horreur à Los Angeles. Elle avait dit à des amis qu'elle se rendrait à une autre fête à North Vegas, mais elle n'y était jamais arrivée. Sa voiture abandonnée a été découverte 3 jours plus tard dans le parking d'une épicerie. Il n'y avait aucun signe de lutte. Pas de mot d'adieu. Personne. Sa disparition a déclenché une frénésie médiatique et les théories ont abondé, allant d'un acte criminel à un acte de disparition délibérée. Mais finalement, la piste s'est refroidie et l'affaire a été classée. Cela a changé lorsque les enquêteurs ont découvert une unité de refroidissement étiquetée sur la propriété de Rick. L'étiquette lisait Edion, écrit de la main indubitable de Rick. À l'intérieur se trouvait le corps préservé d'une femme portant la même robe à paillettes rouges dans laquelle Rachel Dean avait été vue pour la dernière fois. Les tests ADN ont confirmé ce que personne n'avait osé croire, Rachel Dean n'avait pas disparu, elle avait été prise et préservée. La révélation a provoqué une onde de choc à Hollywood. Les producteurs, costars et agents qui avaient travaillé avec Rachel étaient désormais interrogés par les autorités fédérales. Même ses anciens petits amis ont été contactés alors que les enquêteurs reconstituaient pièce par pièce ces derniers jours. La robe qui éblouissait autrefois sur les tapis rouges était désormais un maillon médico-légal clé dans une enquête criminelle. Le cas de Rachel, rouvert après des décennies de silence, n'a marqué qu'un début. Le département de police de Los Angeles, travaillant désormais aux côtés du FBI, a formé un groupe de travail spécial pour comparer les dossiers de voyage, les apparitions de fans et les visites de salons commerciaux de Rick avec une liste de personnes disparues depuis longtemps. Des modèles ont commencé à émerger. Et puis vint le nom Miguel Navarro. Danseur et mannequin de fitness disparu en 2014 après avoir assisté à une exposition d'art underground à Las Vegas. Miguel avait une présence en ligne modeste mais croissante et avait récemment publié des messages énigmatiques sur une rencontre troublante avec une personnalité de télé-réalité, sans toutefois citer de nom. Son dernier texte à un ami disait simplement « Le gars du prêteur sur gage est terrifiant ». Aujourd'hui, les autorités pensent que ce message était le dernier avertissement de Miguel. Son corps partiellement préservé a finalement été découvert dans une autre morgue cachée sur la propriété de Rick, vêtu de la même tenue de spectacle qu'il portait la nuit de sa disparition. Sa mort avait été initialement considérée comme une possible surdose ou un cas de fugue. En vérité, Miguel était devenu un autre élément incontournable de la collection tordue de Rick. À chaque nouvelle découverte, les enquêteurs ont été obligés de creuser plus profondément, réexaminant les documents du début des années 2000 et même de la fin des années 1990. Une chronologie monstrueuse a commencé à prendre forme, une victime à la fois. Si vous avez trouvé cette histoire effrayante et que vous souhaitez rester informé des nouveaux développements, cliquez dessus comme le bouton, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de s'abonner afin que vous ne manquiez pas les vérités troublantes encore à venir. Laissez vos réflexions ci-dessous, à votre avis, qu'est-ce qui a conduit Rick sur cette voie terrifiante? L'enquête sur l'implication possible de Rick Harrison dans les disparitions de plusieurs individus a révélé une tendance effrayante. Les autorités recherchaient sans relâche toute trace d'informations pouvant le relier au prêteur sur gage ou à l'un des différents événements au cours desquels des personnes avaient disparu. La liste des connexions potentielles a continué de s'allonger à un rythme alarmant. Parmi les noms figurait un ancien enfant star, dont on se souvient pour une émission comique éphémère en 1999, une maquilleuse qui avait mystérieusement disparu alors qu'elle se rendait à une conférence de fans en 2005, et un mannequin qui, après avoir vendu une robe au Gold and Silver Pawn Shop en 2010, a disparu sans laisser de traces 3 mois plus tard. Chaque nom figurant sur cette liste croissante est devenu une pièce cruciale du puzzle, et Rick Harrison est rapidement devenu un dénominateur commun. Les enquêteurs ont non seulement commencé à examiner les preuves matérielles, mais ont également passé au crible les images archivées de étoiles de pion, anciens journaux de clients,
photos de fans et documents en coulisses. Plusieurs anciens employés du magasin ont été assignés à comparaître. Alors que certains se sont montrés pleinement coopératifs, d'autres ont déclaré leur ignorance quant aux preuves découvertes. Cependant, un ancien employé a livré un souvenir troublant. Il se souvint que Rick s'était un jour renseigné sur la possibilité d'éteindre les caméras de sécurité dans l'arrière-boutique, invoquant le besoin d'intimité lors du catalogage d'objets personnels. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, Rick avait expliqué qu'il ne voulait pas que quiconque soit témoin de ce moment particulier. À l'époque, cette demande semblait insignifiante et a été ignorée, mais à la lumière de l'enquête en cours, ses implications sont devenues indéniablement sinistres. À mesure que davantage de dossiers étaient rouverts, une tendance inquiétante a commencé à émerger. Dans chaque cas, les victimes se trouvaient à proximité de Rick ou avaient un lien avec le prêteur sur gage. L'un de ces cas concernait une jeune chanteuse ambitieuse qui avait envoyé un email à un ami 3 jours seulement avant sa disparition. L'email décrivait une opportunité passionnante de collaborer sur un projet privé qui se concentrerait sur l'histoire d'Hollywood, mentionnant le nom de Rick Harrison. Elle a noté que Rick était particulièrement intéressé par son apparence. Tragiquement, son corps a ensuite été retrouvé dans une vitrine dans l'une des pièces secrètes de Rick, entouré de microphones d'époque et d'une vieille photo de sa photo du début de sa carrière. Un autre cas obsédant concernait un concierge d'hôtel à Las Vegas qui avait organisé un transport privé pour une femme nommée Amelia en 2015. Amelia était venue à Las Vegas pour une séance photo de mannequin mais a disparu avant de pouvoir arriver sur les lieux. Le chauffeur indiqué sur son formulaire de réservation n'était autre que Rick Harrison. À l'époque, son statut de célébrité n'avait déclenché aucune alarme et on supposait qu'elle était partie selon ses propres conditions. Cependant, des années plus tard, le nom d'Amelia était lié à un corps non identifié retrouvé dans une boîte en bois dans le garage de Rick, un corps qui avait été partiellement préservé. L'un des cas les plus déchirants a peut-être été la disparition des sœurs jumelles Léa et Lauren Wilder en 2008. Après avoir assisté à un salon de mode à Reno, les sœurs ont été vues pour la dernière fois avec un homme qui leur avait proposé une opportunité de photographie de dernière minute. Des témoins ont décrit l'homme comme étant dans la quarantaine, chauve et parlant avec une connaissance approfondie des antiquités. Lorsque l'on compare les croquis composites de cet homme aux premières photographies de Rick Harrison, la ressemblance est indéniable. Malgré l'attention nationale que l'affaire a initialement reçue, les filles n'ont jamais été revues. Récemment, 2 corps ont été retrouvés chez Rick, chacun portant des robes vintage identiques et posés ensemble comme pour une photo. Les tests ADN sont toujours en cours, mais tout indique que Rick est plus qu'une simple connaissance occasionnelle de ses victimes. Cette enquête a révélé une horrible vérité, Rick avait méticuleusement étudié, traqué et délibérément sélectionné ses victimes. Sa collection était loin d'être un innocent rassemblement de trésors antiques, c'était un chemin soigneusement orchestré de manipulation, de séduction et de disparition. Les experts de l'unité d'analyse comportementale du FBI ont publié un rapport préliminaire concluant que les actions de Rick correspondent au modèle d'un prédateur. Il a spécifiquement ciblé les individus possédant certaines qualités, ceux qui sont aux yeux du public, comme les célébrités, les influenceurs ou les aspirants acteurs. Il les a d'abord contactés sous couvert d'intérêts professionnels, souvent au moyen d'entretiens, évaluant leur coopération. Puis, au moment opportun, il les a isolés et ils ont disparu sans laisser de traces. Le charme de Rick en tant que sympathique prêteur sur gage, l'homme qui posait chaque jour pour des photos avec ses fans, avait caché sa vraie nature. Les forces de l'ordre pensent désormais qu'il pourrait avoir été impliqué dans des disparitions dans au moins 4 États, le Nevada, la Californie et 2 autres, l'Arizona et l'Utah. De plus, Interpol a signalé plusieurs cas internationaux présentant des similitudes troublantes avec les méthodes de Rick, dont 2 au Canada et 1 en Espagne. Ces nouvelles révélations ont incité les enquêteurs à croiser les antécédents de voyage connus de Rick, ses activités de carte de crédit, ses empreintes numériques et les journaux de son jet privé pour suivre ses déplacements. À l'heure actuelle, sa présence a été associée à au moins 16 disparitions non résolues, chacune d'entre elles étant auparavant considérée comme un incident isolé. L'enquête s'est désormais élargie au monde des collections privées. Le FBI a commencé à interroger des antiquaires, des gestionnaires privés et des collectionneurs clandestins d'objets historiques, soupçonnant que Rick aurait pu échanger ou vendre une partie de son horrible collection au fil des ans. Tous les corps n'ont pas été retrouvés, et certains pourraient ne jamais être identifiés, laissant les familles vivre dans l'angoissante incertitude quant à ce qui est réellement arrivé à leurs proches. Alors que l'unité des affaires non résolues a triplé, des détectives à la retraite ont été réactivés et des familles oubliées depuis longtemps sont à nouveau contactées. La réouverture de ces vieux dossiers a suscité de vives émotions. Lors d'une conférence de presse publique,
la mère d'un ancien candidat à un concours de beauté a fondu en larmes lorsqu'on lui a montré une perruque préservée récupérée chez Rick. « C'est à elle », cria-t-elle en serrant la perruque contre sa poitrine. « Ce sont les cheveux de ma fille. » Le bilan émotionnel de l'enquête s'alourdit et de nouvelles poursuites sont déjà en cours. Les tribunaux ont commencé à recevoir des requêtes visant à rouvrir des certificats de décès précédemment marqués de causes indéterminées, et les répercussions civiles des actes de Rick devraient durer des décennies. À mesure que de nouveaux cas sont réexaminés, le public se retrouve aux prises avec le nombre croissant de preuves entourant l'étrange collection de Rick Harrison et ses sinistres interactions avec le défunt. Un terme est ressorti de cette enquête poignante, captant l'attention du public et suscitant des discussions universitaires, injustice. Souvent sensationnaliste dans les films d'horreur et les tabloïds, injustice il s'agit en fait d'un trouble paraphilique médicalement reconnu, caractérisé par des désirs sexuels anormaux liés à des activités extrêmes et dangereuses. Spécifiquement, injustice fait référence à une condition dans laquelle un individu développe une attirance sexuelle pour les cadavres. Ce qui distingue le cas de Rick des autres, ce n'est pas seulement la présence de corps préservés dans sa maison, mais aussi le niveau de soins et de détail avec lequel ils ont été entretenus. Ces corps n'ont pas été cachés dans la panique ou abandonnés, ils ont été conservés avec amour, exposés comme des œuvres d'art prisées dans un musée privé, que personne d'autre n'a jamais été autorisé à voir. Les analystes comportementaux du FBI ont classé le comportement de Rick comme une forme particulièrement complexe de comportement de haut niveau. Injustice. Dans ce sous-groupe rare, l'agresseur ne s'engage pas dans des actes publics avec le cadavre au sens traditionnel du terme, mais forme plutôt un attachement émotionnel, romantique ou possessif envers le défunt. Ces individus ne voient pas le corps comme quelque chose à violer mais plutôt comme quelque chose à préserver, figé dans le temps, dans un état de quiétude éternelle. Dans une série d'entrées de journal obsédantes découvertes dans son manoir, Rick a écrit de manière obsessionnelle sur l'immortalité, la beauté glacée et la loyauté éternelle. Une entrée dit « Les femmes vivantes sont imprévisibles. Elles changent. Elles oublient, mais celles qui sont préservées se souviennent de ce que je les ai faites. » Une autre note effrayante dit « La mort n'est qu'une. » L'état d'esprit de Rick ne consistait pas simplement à capturer un instant éphémère, il s'agissait de créer une version éternelle de la perfection, là où le temps cessait d'exister. Et il s'avère que cette obsession n'est pas née du jour au lendemain, elle s'est développée lentement, au fil des décennies. Les rapports d'anciens camarades de classe révèlent les premiers signes de la fixation malsaine de Rick. Enfant, il était connu pour collectionner des objets inhabituels, des os d'animaux, des poupées brisées et des cartes funéraires abandonnées. Un ami d'enfance a rappelé comment Rick avait créé un cimetière miniature pour un projet scientifique, complété par des pierres tombales et des inscriptions. Ces comportements, bien qu'étranges à l'époque, sont désormais reconnus comme les premiers indicateurs d'une paraphilie en développement. Son obsession croissante pour la célébrité, la beauté et l'esthétique classique alimentaient ses sombres désirs, lui permettant d'accéder à un flot incessant de victimes potentielles. Au fur et à mesure que la vie adulte de Rick se déroulait, son entreprise de prêteur sur gage a prospéré, et avec elle, son accès aux célébrités, aux collectionneurs et aux fans. Entouré de jeunes individus séduisants en quête de gloire et de reconnaissance, les fantasmes tordus de Rick ont commencé à se transformer en réalité. Il n'avait plus besoin d'imaginer les morts, il pouvait les sélectionner à la main, les conserver et les exposer dans sa collection privée. Et en raison de sa renommée, personne n'a jamais remis en question son comportement de plus en plus bizarre. Les experts s'accordent à dire que pour quelqu'un comme Rick, le corps n'est pas seulement un objet, c'est une toile. C'est quelque chose à façonner, à contrôler. Le contrôle est au cœur de l'injustice. Il ne s'agit pas toujours d'une attirance pour la mort elle-même, mais plutôt de ce que la mort représente, le silence, la soumission et l'éternité. Pour Rick, il ne s'agissait pas d'une simple fascination pour la mort, c'était un désir de posséder et de contrôler ses victimes, de les garder pour toujours telles qu'elles avaient été, figées dans le temps. Le docteur Eleanor Finch, psychologue avec plus de 2 décennies d'expérience dans l'étude des troubles paraphiliques, a été l'un des premiers à être appelé pour consulter sur le cas de Rick. Dans une interview publique, elle a déclaré « Nous ne regardons pas un homme simplement dérangé. Nous regardons quelqu'un qui a construit toute son identité autour de la mort comme possession. Ce n'est pas un crime passionnel. C'est un crime d'obsession, et il l'a enregistré comme de l'art. » À bien des égards, le cas de Rick reflète l'histoire tristement célèbre de Carl Tandley, un technicien en radiographie des années 1930 devenu célèbre pour avoir préservé le corps d'une femme qu'il prétendait aimer. Tandley a vécu avec son cadavre pendant plus de 7 ans, se maquillant, se parfumant et reconstruisant même des parties de son visage avec de la cire.
La réaction du public face aux actions de Tandley a été marquée par le choc et l'horreur, et le comportement de Rick est désormais observé sous un angle similaire, bien qu'à une échelle beaucoup plus grande et plus sophistiquée. Certains experts suggèrent même que l'obsession de Rick pour la mort n'est peut-être pas uniquement enracinée dans des désirs romantiques ou esthétiques. Au lieu de cela, il a peut-être cru qu'il sauvait ses victimes, en leur donnant une seconde chance en les préservant du monde qui les avait rejetés. Dans ses notes, Rick fait référence à sa collection comme à une forme de restauration, un moyen de reconstruire un tout brisé. Il a écrit « Ils étaient brisés quand je les ai trouvés. Je les ai reconstitués ». Cette vision tordue de la mort comme salut révèle une couche plus profonde et plus inquiétante de la psyché de Rick Harrison.